Imaginez, vous devez renouveler votre permis de conduire. Vous arrivez à la succursale de la SAC et vous découvrez de longues files d'attente de centaines de mètres. Des gens campent dehors depuis la veille. Le système informatique plante. Et personne ne sait quand est-ce que le service va se rétablir. Et ça, c'est pas un film. C'est arrivé pour de vrai au Québec en février 2023 lorsque la SAC a lancé sa nouvelle plateforme appelée SACLIC. Bonjour, moi c'est Vinny Quindor. Je suis étudiant au certificat en administration en préparation de mon baccalauréat en innovation numérique. Aujourd'hui, dans le cadre de mon cours de management, je vais vous parler du fiasco SACLIC. Et surtout, je vais l'analyser avec les concepts qu'on a vus dans notre cours. J'ai choisi ce cas pour 3 raisons. Premièrement, c'est probablement le plus gros fiasco numérique dans l'histoire récente du Québec. Deuxièmement, c'est un cas ultra récent. Le rapport du juge Denis Galland vient juste de sortir le 16 février 2026. On parle de quelque chose qui est encore chaud dans l'actualité. Et troisièmement, c'est un cas en or pour notre cours, parce que ça touche en même temps les 4 fonctions de gestion qu'on a étudiées, qui sont la planification, l'organisation, la direction et le contrôle. Commençons par la base. La SAC, ou Société de l'assurance automobile du Québec, est une société d'État qui est créée en 1978. Elle a 3 grands mandats. Indemniser les victimes d'accidents de la route, émettre les permis de conduire et s'occuper des immatriculations des véhicules. Elle compte environ 4000 employés et concrètement, elle touche à peu près tous les Québécois adultes. On parle là de presque 7 millions d'usagers. En 2014, la SAC a lancé un gros projet de modernisation appelé CASA pour Carrefour des services d'affaires. L'idée, c'était de remplacer les vieux systèmes informatiques, dont certains qui dataient depuis les années 1980. La partie visible du projet CASA, c'est SACLIC. La plateforme web qui devait permettre aux citoyens et entreprises de faire en ligne ce qu'il fallait faire en succursale avant. En 2017, le contrat est donné à un consortium qu'on appelle l'Alliance, formé des firmes québécoises LGS et allemandes SAP pour 458 millions de dollars sur 10 ans. Et avec les autres dépenses, le budget total du programme CASA était de 638 millions au départ. Aujourd'hui, en 2026, on prévoit que ça va coûter au moins 1,1 milliard d'ici mars 2027, presque le double. Mais l'histoire dépasse largement la question de coût. Voici ce que le juge Galland a écrit dans son rapport, et je cite: La SAC a menti aux parlementaires, aux ministres et à leur cabinet sur l'état de sa réalisation. Fin de citation. En gros, on a affaire à un mensonge d'État. Voici comment je vais vous présenter cela. En 5 sections. Premièrement, le cadre théorique. Les concepts du manuel qu'on va utiliser. Deuxièmement, l'analyse du cas en profondeur. Troisièmement, la question de la gouvernance et de l'éthique. Quatrièmement, mes recommandations concrètes. Et pour finir, une conclusion avec les grandes leçons à retenir pour tout futur gestionnaire. Pour analyser le cas comme du monde, je vais m'appuyer sur les 4 premiers chapitres du manuel de cours. C'est le livre de George Haddad et Rock, la 2e édition.
Je vais vous présenter rapidement les concepts qu'on va utiliser tout au long de notre analyse. Le manuel pose un cadre simple et essentiel à la base. La gestion, ça se résume à 4 tâches. On les appelle PODC. P pour planification, décider où on veut aller. O pour organisation, structurer les ressources, le monde, l'argent, le matériel. D pour direction, mobiliser les gens vers les objectifs. Et C pour contrôle, vérifier que ça avance comme on veut et ajuster aux besoins. Et ce qui est fascinant avec le casse à clic, c'est qu'on va voir que les 4 fonctions ont mal fonctionné. C'est pour ça que c'est un cas d'école aussi riche. Le premier chapitre parle du gestionnaire et de son travail. 3 choses à retenir pour notre cas. D'abord, Henry Mintzberg, lui, il a identifié 10 rôles que joue un gestionnaire et les a regroupés en 3 catégories: interpersonnel, informationnel et décisionnel. Ensuite, Robert Katz, lui, il parle de 3 compétences essentielles: techniques, humaines et conceptuelles. Et finalement, le manuel parle aussi de la culture organisationnelle, c'est-à-dire les valeurs et les façons de faire qui sont partagées dans une organisation. C'est important parce qu'on va voir que la culture à la SAC a joué un grand rôle. Le deuxième chapitre, c'est sur l'environnement organisationnel. Le manuel fait une distinction simple. On distingue l'environnement immédiat. Ça regroupe les fournisseurs, les clients, les concurrents, et pour une société d'État comme la SAC, le ministère de tutelle. Et puis, l'environnement général, qui regroupe les grandes forces qui touchent tout le monde, telles que l'économie, la technologie, la politique, le social. Une organisation ne peut pas planifier sans regarder ces 2 environnements. On arrive au chapitre qui s'applique au mieux à notre cas. Le chapitre 3 sur la prise de décision. Il distingue 2 modèles. D'abord, le modèle classique. Celui-là, il suppose un décideur rationnel qui a toute l'information dont il a besoin. C'est le modèle idéal. Ensuite, le modèle administratif de Herbert Simon. Lui, il dit l'inverse. Il dit qu'en vrai, les gestionnaires sont en rationalité limitée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on manque d'infos, on manque de temps, on ne peut pas tout analyser. Du coup, on choisit une notion qui est juste, assez bonne, au lieu de la meilleure. Le chapitre 3 décrit aussi 2 pièges mentaux, 2 biais cognitifs qui sont au cœur du casse à clic. Premièrement, l'escalade de l'engagement. C'est quand tu continues d'investir dans un projet voué à l'échec juste parce que tu as déjà beaucoup investi. Deuxièmement, le biais de confirmation. C'est quand tu écoutes juste ce qui confirme ce que tu veux croire, puis tu ignores le reste. Le chapitre 4 parle de la planification stratégique. Le manuel propose un processus en 5 étapes. Premièrement, définir la vision, la mission et les objectifs. Deuxièmement, analyser le contexte. C'est là qu'on utilise l'outil SWOT, force, faiblesse, opportunité et menace. Troisièmement, élaborer la stratégie. Quatrièmement, la mettre en application. Et cinquièmement,
évaluer en continu pour pouvoir ajuster. Vous allez voir, c'est exactement ce processus qui a été mal exécuté à plusieurs étapes dans le projet CASA. Maintenant qu'on a les outils théoriques, on peut entrer dans le vif du sujet. Mon analyse va se faire en 4 temps. D'abord, je raconte la chronologie, comment ça s'est passé concrètement. Ensuite, j'identifie les causes profondes avec les concepts du manuel. Après ça, j'analyse les impacts. Qui a souffert, qui a perdu quoi. Et pour finir, j'apporte un regard critique. Commençons par retracer les faits. En 2014, le projet CASA est lancé. En 2017, le contrat est donné à l'Alliance SGS et SAP pour 458 millions sur 10 ans. Calme mon enfant. Le vice-président aux technologies de l'information est nommé responsable du programme. Entre 2018 et 2021, les travaux avancent. Mais à l'interne, les coûts commencent à exploser. Sauf que l'info ne se rend pas au gouvernement. En septembre 2021, le ministre des Transports, François Bonnardel, demande des rapports mensuels. Il sent qu'on lui cache quelque chose. Mais, M. Bonenfant le rassure. En janvier 2022, la PDG Nathalie Tremblay part à la retraite après 11 ans à la tête de la SAC. Denis Marsollet arrive pour la remplacer. Le problème, Marsollet est un fonctionnaire de carrière, mais il n'a aucune expérience en transformation numérique. Selon le rapport Galland, on lui a imposé le poste sans vrai processus. Puis le 20 février 2023, c'est le lancement et c'est la catastrophe. Selon le rapport de la vérificatrice générale Guylaine Leclerc, plusieurs failles étaient connues de la direction depuis au moins 1 an avant le lancement. Marsollet se fait limoger en avril 2023. Éric Ducharme prend sa place. Puis de 2025 à 2026, ce sont les enquêtes. La commission Galland tient 75 jours d'audience avec plus de 125 témoins. Le 16 février 2026, le rapport final est déposé. 586 pages, 12 constats, 26 recommandations. Maintenant, les causes. Commençons par le chapitre 4 sur la planification stratégique. Le rapport Galland utilise des mots qui sont presque semblables à ceux du manuel. Le programme était, je cite, trop gros, trop ambitieux et devait être développé trop rapidement. Fin de citation. C'est la définition d'une vision mal calibrée avec les moyens. Une vraie analyse SWOT, comme on l'a vu au chapitre 4, aurait identifié comme faiblesse interne le manque d'expertise en numérique à la SAC. Mais cette analyse honnête, elle n'a pas eu lieu. À ça s'ajoute le choix d'un seul fournisseur pour 10 ans. Ça met la SAC en dépendance totale sans porte de sortie. C'est exactement le contraire de ce que le chapitre 2 nous dit sur la gestion de l'environnement immédiat. Passons au chapitre 1. Plusieurs concepts s'appliquent. D'abord, les compétences de CATS. Quand Marsollet est nommé PDG en 2022, il a des compétences humaines et conceptuelles solides. Mais il n'a aucune compétence technique pour évaluer un méga projet numérique. C'est lui-même qui le reconnaît devant la commission.
Il a fait confiance à Malenfant parce qu'il ne pouvait pas valider ce qu'il lui disait. Ensuite, le rôle de Milberg. Karl Malenfant, comme vice-président au TI, avait un rôle informationnel critique. Observer, diffuser, faire le porte-parole. Or, le rapport établit qu'il a transmis pendant des années des rapports, et là je cite, hypocritement rassurants au gouvernement. C'est l'échec total d'un rôle informationnel. Puis il y a pire. M. Malenfant cumulait à lui seul 3 fonctions importantes. Directeur du programme CASA, vice-président des TI et dirigeant de l'information. Le commissaire écrit que cette concentration n'est pas compatible avec un environnement de contrôle sain. Puis dernier point, la culture organisationnelle. Le manuel nous dit que la culture peut neutraliser les structures formelles. C'est exactement ce qui s'est passé à la SAC. Sur papier, ils avaient un conseil d'administration, un directeur d'audit interne nommé Daniel Pelletier, des comités de gouvernance. Tout était là. Mais la culture du silence et de la dissimulation a marginalisé ces mécanismes. Maintenant, le chapitre 3. C'est ici que le cas prend toute son ampleur. 3 concepts s'appliquent avec une précision impressionnante. Premièrement, le modèle administratif de Simon. Si la décision de lancer sa clique en février 2023 avait suivi le modèle classique, la décision rationnelle parfaite, ce lancement ne se serait jamais produit. Les tests n'étaient pas finis. Les portails étaient à 47%, 57% et 67% de finition. L'audit interne sonnait l'alarme. Tout disait reporter, reporter. Mais les décideurs étaient en rationalité limitée. Pression du calendrier politique. Trop complexe à évaluer. Infos filtrées par Malenfant. Du coup, ils ont choisi une option satisfaisante, faire confiance au calendrier annoncé. Deuxièmement, l'escalade de l'engagement. C'est le concept central du dossier. Le commissaire écrit que les dirigeants tenaient absolument à finir le projet, peu importe les coûts, peu importe les retards. À chaque alerte, au lieu de reculer, ils ajoutaient des avenants au contrat. Plus on avait investi, plus on devait continuer d'investir pour pas perdre ce qu'on avait déjà mis. C'est exactement le piège que décrit le manuel. Troisièmement, le biais de confirmation. Karl Malenfant présentait des indicateurs ouverts. Ça confirmait ce que tout le monde voulait entendre, que ça allait bien. À l'inverse des alertes de Daniel Pelletier, qui contredisait cette belle image. Ces alertes-là, on les a écartées. Le conseil voulait même se débarrasser de Karl. Parlons des dégâts. Sur les citoyens en premier, les files d'attente montent, les retards pour les permis, les retards pour les immatriculations, des gens incapables de conduire pour aller travailler, et un coût d'au moins 1,1 milliard de dollars à assumer par le contribuable. Sur les employés, un stress énorme pour le monde en succursale qui a dû gérer la colère des gens en première ligne. Atteinte à la fierté de servir le public. Sur la direction, Marsolais limogé en avril 2023, Ducharme limogé en juillet 2025. Karl Malenfant a reçu 48 avis de conclusion défavorables. Démission du ministère en février 2025. Démission collective du conseil d'administration. Sur le gouvernement,
crise politique majeure. Confiance des citoyens érodée. Un précédent qui va peser sur tous les futurs projets numériques de l'État québécois. Sur les fournisseurs, LGS et SAP, leur réputation est entachée durablement. Avant de clore cette session, je vais apporter 3 nuances. Premièrement, attention de ne pas mettre sur le dos d'une seule personne tout ce qui s'est passé. Karl, mon enfant, est mentionné 500 fois dans le rapport, c'est vrai. Mais le fiasco est systémique. C'est un échec d'organisation, pas un échec individuel. Deuxièmement, le projet n'était pas voué à l'échec d'avance. L'ambition n'est pas un défaut. Le défaut, c'est l'ambition sans la gouvernance qui va avec. Troisièmement, ce qui rend ce cas-là exceptionnel, c'est pas les dépassements des coûts. C'est la dimension éthique. La SAC n'a pas juste échoué. Elle a sciemment menti à ses parties prenantes pendant des années. Et c'est ça qui m'amène à la prochaine section. Parler du cas SACLIC sans parler d'éthique, ce serait passer à côté de l'essentiel. Puis c'est exactement ce qui distingue ce cas d'un simple cas de dépassement de budget. Le concept central ici, c'est la reddition des comptes. Une société d'État comme la SAC, c'est pas une compagnie privée. Elle gère de l'argent public. Elle opère sous mandat du gouvernement. Donc, elle a une obligation fondamentale. Informer fidèlement ses autorités de tutelle, le ministre des Transports et indirectement l'Assemblée nationale sur ce qui se passe vraiment. C'est ça le contrat social qui justifie son existence. Or, le rapport Galland établit que la SAC a violé ce contrat. Pendant une grande partie du projet CASA, des rapports trompeurs ont été envoyés aux parlementaires. Trois grosses défaillances de gouvernance se dégagent. D'abord, la concentration du pouvoir, dont on avait parlé un peu plus haut. Une seule personne qui cumulait des fonctions qui auraient dû être séparées. Ensuite, l'audit interne marginalisé. Daniel Pelletier a fait sa job. Il a alerté pendant des années. Mais l'organisation l'a tassé au lieu de l'écouter. Puis finalement, le conseil d'administration, lui qui devait surveiller, il a admis lui-même par la voix de Conrad Siu de ne pas avoir, je cite, la bonne information. Fin de citation. Et sans information, il n'y a pas de gouvernance possible. Sur la conformité, le commissaire écrit, et je cite, plusieurs règles et principes entourant l'octroi des contrats publics ont été ignorés ou contournés parce que la rapidité et la performance primaient. Fin de citation. La SAC a aussi obtenu des allègements réglementaires qui ont réduit ses obligations de reddition de comptes. Donc, ce n'est pas juste une question d'éthique défaillante, c'est une conformité activement contournée. La leçon pour tout futur gestionnaire est claire. La transparence, ce n'est pas un luxe. C'est une condition de survie pour une organisation. Pour finir mon analyse, je vais vous proposer 4 recommandations concrètes inspirées du rapport Galland et des concepts du manuel. Et puis, je vais finir avec 3 leçons
qu'on peut tous retenir. Première recommandation. Créer une entité gouvernementale centralisée d'expertise numérique sur le modèle de l'Ontario Digital Service. La comparaison est frappante. L'Ontario a refait son équivalent de SACRIC pour environ 100 millions. Le Québec, 1,1 milliard, 10 fois plus cher. Cette recommandation s'attaque à la cause profonde du fiasco, le manque d'expertise interne. C'est exactement ce que le chapitre 4 du manuel appelait « Ajuster les ressources à la stratégie ». Deuxième recommandation. Interdire la concentration de fonctions critiques chez une seule personne. Un directeur de programme ne devrait jamais être en même temps vice-président au TI et dirigeant de l'information. Cette séparation, selon le chapitre 1, est essentielle pour créer des contre-pouvoirs internes. Troisième recommandation. Il faudrait renforcer le statut et l'indépendance de l'audit interne. Concrètement, ça veut dire 3 choses. Le directeur de l'audit doit avoir un accès direct et garanti au conseil d'administration sans filtre de la direction. Il doit être protégé contre toute représailles. Et son mandat doit être élargi à tous les projets stratégiques. Le cas de Daniel Pelletier nous montre ce qui arrive quand cette protection-là n'existe pas. Quatrième recommandation. Pour les futurs projets numériques, on doit abandonner l'approche du méga projet, le Big Bang, communément appelé, et choisir une approche par lot, agile, avec des jalons mesurables. Et la possibilité réelle d'arrêter le projet à chaque étape. C'est l'application directe du chapitre 4 sur la mise en application et l'évaluation continue de la stratégie. Comme étudiant en préparation au baccalauréat en innovation numérique, ce cas me parle particulièrement. Il me rappelle que la technologie, ce n'est jamais le vrai sujet. Ce qui compte, c'est la gestion des personnes, des décisions et de l'éthique autour de la technologie. Je retiens 3 leçons fondamentales. Première leçon. La transparence vaut toujours mieux que la dissimulation, même quand les nouvelles sont mauvaises. Deuxième leçon. Un bon gestionnaire doit s'entourer de gens qui peuvent le contredire, puis les écouter. Troisième leçon. L'humilité face à un projet ambitieux, c'est pas une faiblesse. C'est un signe de maturité professionnelle. Le fiasco SACRIC, c'est une histoire québécoise, mais ces leçons sont universelles. Tant qu'il y aura des organisations, il y aura la tentation de l'escalade, du silence et de l'aveuglement collectif. Le rôle des gestionnaires, c'est justement résister à cette tentation-là. Ainsi s'achève mon analyse. Merci de votre attention.